C'est l'heure de notre café politique. Il me fait grand plaisir de retrouver à Caraquette l'éditorialiste et chef de contenu de l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Bonjour. Bonjour Martine, dépôt du budget. Cette semaine, on va en parler. En attendant, je suis en mesure de confirmer à nos auditeurs que nous ne sommes pas en campagne électorale fédérale présentement. En effet, et ça aurait été un café bien différent, n'est-ce pas? Jacques Poitras, collègue de CBC à Fredericton. Bonjour, Jacques. Bonjour. Et oui, Martine, moi, je sens très en retard aussi avec le Noël. Je sais, puis c'est une pression, Peut-être hein? une campagne électorale serait une bonne idée. J'ai presque écrit à mes voisins, non, pas tout de suite les lumières, on n'est pas prêts. Mais voilà où nous en sommes. Parlons d'argent. Justement, parce que 2 fois plutôt qu'une dans ce café politique. Puis on va commencer effectivement avec le gouvernement Carney. Et je vais commencer avec vous à Fredericton, Jacques, qui survit à son vote de confiance sur le budget. Certains analystes ont parlé d'un pari risqué pour ce gouvernement. Est-ce qu'on va voir d'autres moments où ce sera difficile pour les troupes libérales à suivre? Absolument. C'était pas vraiment une surprise, le résultat de la vote, parce qu'on savait que les conservateurs et l'NPD voulaient pas des élections. Toutes les deux sont en train de régler des questions avec leur chef ou leur chefferie. Mais ils sentaient pas capables d'être pour le budget, voter pour le budget, parce qu'ils voulaient pas déplaire leurs militants qui vont décider sur un chef ou sur l'avenir d'un chef. Alors, ils voulaient exercer l'opposition maximale possible sans déclencher des élections. Et ils ont réussi, mais on sait maintenant que le gouvernement Carney n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, comme vous avez dit. Et s'ils ne veulent pas négocier avec les partis d'opposition, ça prendrait pas grand-chose, juste une petite erreur pour nous lancer dans les élections. Sauf que l'autre scénario, c'est qu'après janvier et la vote chez les militants conservateurs sur l'avenir de Pierre Poilievre, peut-être les conservateurs vont sentir un peu plus libres ou avoir un peu plus de latitude de ne pas voter contre des mesures de confiance du gouvernement, ce qui pourrait nous amener à l'automne prochain ou à 2027 avant une autre risque d'élection. Mais tout le monde a joué leurs cartes cette semaine. Maintenant, nous savons quelles cartes ils tiennent dans leurs mains. Exactement. Puis on a commencé le café, François, en vous entendant dire, on le confirme, on n'est pas en campagne électorale, sauf que pour rester au pouvoir, est-ce que les libéraux ont un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pour continuer justement à agir en fonction de ravir toutes les parties au Parlement? À court terme, non. C'est ça que, finalement, le pari que les libéraux ont fait. Ils se sont dit, on n'a pas besoin de consulter les partis d'opposition, on n'a pas besoin de négocier avec eux, on n'a pas besoin de faire de compromis, comme Justin Trudeau avait fait avec le NPD. Parce qu'ils se sont dit, les partis d'opposition n'oseront pas déclencher d'élections aussi rapidement. Pari réussi. Les néo-démocrates et les conservateurs ont plié les chines. Ça a quand même donné pour tout le monde une situation intéressante, parce qu'au moment du vote, personne n'était certain à 100% de ce qui allait se produire. Là. Il existait une possibilité que le gouvernement tombe, une sorte d'accident qui serait survenu. L'avenir du gouvernement Carney dépendait de ce que les partis d'opposition allaient décider. Finalement, on s'est rendu compte que non, il n'y a jamais eu de réel risque. Tout le monde donnait ses cartes, pour prendre cette analogie-là, près de lui. Mais non, autant le NPD que le Parti conservateur se sont assurés que certains de leurs députés s'abstiennent de voter. C'est le NPD, je pense, qui a expliqué sa position le plus clairement. Il a voté contre le budget, il s'y oppose, mais a entendu le message de la population qui a dit « Nous ne voulons pas d'élection ». Dans les faits, le NPD a perdu son chef, la plupart de ses députés aussi, ses coffres sont vides. Là. Pas sûr que ça aurait été une bonne idée de faire tomber le gouvernement, mais ça aurait pu arriver. Détail intéressant peut-être, on a vu plusieurs députés qui n'étaient pas présents en chambre. Ils étaient présents dans l'antichambre, juste à côté, dans le corridor peut-être. C'était pas loin. Pour voter électroniquement, disait-il. Mais après le vote,
Ils se sont présentés à nouveau en Chambre en disant ne pas avoir été en mesure de voter électroniquement. Et là, cette fois-ci, ils se sont dit, bon, maintenant, je veux passer mon vote. Et c'est non. Ce qui me laisse croire que les conservateurs en particulier voulaient vraiment éviter de faire tomber le gouvernement par accident. Et c'est seulement quand c'est devenu clair que les libéraux avaient suffisamment de votes pour faire adopter le budget, que le NPD aussi avait retiré certains de ses députés, qu'ils se sont dit, bon, voilà, la gang, vous pouvez revenir voter non contre le budget maintenant. C'est quelque chose quand même, hein? Quand on regarde drôle. ça de loin. Là. Une pièce de théâtre. Un peu. On va passer au prochain sujet et on reste dans le domaine des finances publiques, un déficit prévu qui s'intensifie au Nouveau-Brunswick. Je vais commencer avec vous, François. Peu de temps après notre café, là, vendredi, le ministre des Finances, René Legacy, a fait sa mise à jour. Alors, on parle maintenant d'un déficit de 835 millions. Vous avez signé un éditorial où on tend à comprendre que, bon, il faut peut-être fermer un petit peu le robinet des finances publiques, François? C'est beaucoup d'argent. Hein. Le ministre des Finances du gouvernement Higgs, Ernie Steve, sous-estimait toujours l'ampleur des surplus. Pour le ministre des Finances libéral, René Lagacé, c'est le contraire. Là. Chaque mise à jour fait état de déficit projeté toujours plus élevé que ce qui avait été originalement budgété. Je veux finir par croire, Martine, qu'il y a réellement une incapacité au sein du ministère des Finances à bien évaluer le réel état des finances publiques. Hein. Peut-être qu'on était trop dur, finalement, avec le gouvernement Higgs à l'époque. Je blague, mais le problème, lui, est sérieux. Là. 835 millions de dollars et possiblement 1 milliard de dollars et plus à la fin de l'année financière. Là. On parle d'un déficit budgétaire historiquement élevé, probablement le plus élevé même de l'histoire de la province. Le ministre Lagacé a raison de dire qu'il faut quand même remettre ce chiffre-là en perspective. Là. Un déficit de 800 millions de dollars dans les années 70, le gouvernement du Nouveau-Brunswick aurait été en faillite technique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là. Mais ça reste quand même énorme. Et ce qui est particulièrement préoccupant, je trouve, c'est que le déficit n'est pas le fruit d'une dépense anecdotique ou particulièrement importante. Ce sont des dépenses de tous les jours là, qui coûtent de plus en plus cher. Et les revenus du gouvernement, eux, chutent. C'est pas une bonne combinaison. Le Nouveau-Brunswick n'est pas le seul endroit dans cette situation-là. Le gouvernement fédéral, le Québec, les autres provinces de l'Atlantique, ils ont tous des déficits à l'encre rouge très foncés ces jours-ci. C'est facile pour personne. Le ministre Lagacé a prévenu que le prochain budget provincial va compter sa part de décisions difficiles. Mais est-ce que ça sera un budget d'austérité? Est-ce que le provincial va imiter le fédéral en supprimant des emplois dans la fonction publique? Ça a été évoqué cette semaine. Ce sont toutes des questions qu'on va se poser, mais probablement seulement après les fêtes. Probablement. Bon, de votre côté, Jacques, j'entendais encore au point de presse hier la première ministre dire, bon, si on fait des investissements comme ça, et là, il parlait de l'entente avec les médecins, c'est parce que ce sont des investissements qu'on n'a pas faits. Donc, est-ce que ceci explique cela? On a un gouvernement qui paraît ultra dépensier parce qu'on a tellement retenu les cordons de la bourse dans le gouvernement précédent. Dans un sens, oui. Il y a des dépenses qui étaient retardées ou ignorées par le gouvernement Higgs et certainement, ça explique un peu ce qu'on voit maintenant. Mais c'est un choix, hein? C'est un choix de priorité. Les libéraux se sont engagés d'avoir des budgets balancés et ils choisissent certaines priorités, certains engagements à respecter et non pas les autres. Ça commence à être moins choquant, franchement, aller à ces conférences de presse-là pour les mises à jour sur le budget. Nous sommes tellement habitués maintenant à des déficits, des croissances des déficits que ça commence à être moins surprenant. Une chose que je veux mentionner dans toute cette sujet-là, c'est le ministre des Finances, René Lagacé, son comportement comme politicien et pas comme les autres. Il s'intéresse pas trop dans les slogans puis le spin et il parle un peu comme un comptable, très, très franc quand il répond aux questions. La dernière mise à jour, je lui ai dit quand est-ce que le budget serait éventuellement balancé? Il dit c'est une bonne question. Cette semaine, j'ai demandé est-ce qu'un déficit d'1 milliard est possible? Ben oui, il l'a pas nié. Alors, au moins, on a un ministre des Finances qui est assez transparent avec la situation. Et bien voilà, on passe au troisième sujet. Bon, des places en garderie, places subventionnées. Au Nouveau-Brunswick, on a les garderies, le public, le privé, on a les subventions du fédéral. C'est compliqué, les garderies au Nouveau-Brunswick, mais
quand vient le temps de se dire on veut des places francophones subventionnées, que ce soit équitable au Nouveau-Brunswick, c'est un équilibre qui semble être fragile à conserver. François Gravel, ce qui a fait en sorte que des groupes se sont alliés pour porter plainte au commissariat aux langues officielles de Fredericton et d'Ottawa pour qu'on obtienne des garanties. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et de la fameuse dualité en éducation, qu'elle puisse se rendre jusqu'aux garderies, là. Il y a un problème ici, puis c'est au gouvernement provincial de le régler. En fait, ce qu'on voit, c'est la naissance d'un phénomène, en quelque sorte, donc des garderies francophones qui décident de devenir anglophones. Et normalement, on pourrait répondre à ça que, bon, ce sont des entreprises privées, elles peuvent fonctionner dans la langue de leur choix, sauf que, dans ce cas-ci, on parle de places qui sont subventionnées par les gouvernements pour qu'elles coûtent moins cher. On présume qu'à la base, quand le gouvernement subventionne des places, il tient compte de la répartition francophone-anglophone. Mais si les garderies qui offrent des places subventionnées en français décident ensuite de passer à l'anglais, ça provoque un déséquilibre. Et ça, c'est sans compter, évidemment, là, on parle de déséquilibre dans le grand ordre des choses, mais si on y va à la hauteur des parents, de leurs enfants, il y a des parents là, qui doivent maintenant décider, quand cette situation-là survient, si leur enfant francophone reste dans la garderie qui est du jour au lendemain devenue anglophone, ou s'ils envoient leur enfant ailleurs, possiblement à un coût plus élevé. Hein, c'est une nouvelle garderie qu'ils peuvent trouver, n'ont pas les places subventionnées dans leur langue maternelle. C'est spécifique aux garderies. On parle de dualité. Là, évidemment, on ne permettrait pas à une école francophone, acadienne, de décider du jour au lendemain de passer à l'anglais. Mais dans les garderies, même avec des places subventionnées, c'est possible, c'est permis. La nouvelle la plus intéressante dans tout ça, je crois que c'est la ministre responsable de l'Éducation et du développement de la petite enfance, Claire Johnson, qui a réagi à la nouvelle. D'abord, elle ne le faisait pas avant, maintenant elle le fait de plus en plus. Elle réagit aux diverses controverses. Elle a confirmé ici être au courant du problème. Elle se dit préoccupée. Donc, le gouvernement n'a pas besoin d'être sensibilisé ici, là. Il sait ce qui se passe. Il reste maintenant à voir s'il va agir. Le plus simple, je crois, ce serait que la langue de fonctionnement soit liée à la licence et donc ce soit plus aussi facile de passer d'une langue à l'autre. Mais en attendant, bon, il y a des plaintes qui ont été déposées au commissariat sur les langues officielles. Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit, mais ça met des projecteurs sur cet enjeu, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est sûr. Qu'en avez-vous pensé, Jacques? Oui, ça illustre encore la difficulté, puis on l'a vu plusieurs fois au Nouveau-Brunswick, quand des institutions privées ou quasi-privées offrent des services qui jouent un rôle public. Et j'imagine que ces garderies-là réagissent à des circonstances. Peut-être c'est la demande dans le marché, peut-être c'est une manque d'employés francophones, mais quand ils sont subventionnés, c'est exactement ça. Ces fonds-là sont alloués, basés sur un certain équilibre linguistique, démographique. Maintenant, la question, est-ce que c'est dans la compétence des commissaires des langues officielles? Je ne suis pas convaincu. Mais je pense que quand on parle des garderies licenciées qui sont subventionnées, qui offrent un curriculum provincial, c'est pas difficile à imaginer, si on va au bout logiquement, qu'un jour, ça va être considéré comme un secteur sous le domaine du département d'éducation. Et là, la dualité va s'appliquer. Mais comment est-ce qu'on va se rendre là et quand, c'est difficile à prévoir. Ça pourrait prendre des poursuites en cours. Merci. Là-dessus, on passe au café. Alors, je vais rester avec vous à Fredericton. Jacques, vos cafés cette semaine. J'ai un café réchauffé pour le chef conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui est au Nouveau-Brunswick cette semaine, qui fait des entrevues avec les médias, qui fait des photo-ops dans des lieux de travail, comme hier à Fredericton. Il a fait un petit discours aux travailleurs sur les impôts, crimes, les fusils, le coût de la vie, logement. Un peu le même message, comme si c'était une arrête d'une campagne électorale, comme si les élections et le vote sur le budget cette semaine n'a pas eu lieu. C'est un peu recyclé. Je pense que Pierre Poilievre essaie de reprendre un certain rythme et de se réétablir comme un chef, mais on sait maintenant que son destin est pas aussi clair que ça semblait il y a un an. Alors, une atmosphère un peu différente avec M. Poilievre hier. Et un café sucré
pour l'énergie Nouveau-Brunswick qui a répondu cette semaine aux questions des journalistes sur des centres de données consommation d'électricité. La société laisse savoir que si ces centres-là démontrent une certaine flexibilité où ils pourraient se fermer pendant des périodes des hausses de demande pour l'électricité, que la société peut travailler avec eux pour les fournir de l'électricité. On verra. Allez-y, François. Alors, pour la deuxième semaine consécutive, Martine a un café au ministre de la Santé, le Dr. John Dornan. Il avait promis de passer 24 heures consécutives dans la salle d'attente du service d'urgence de l'hôpital de Moncton. C'est maintenant fait. Qu'a-t-il appris de son expérience? Sans grande surprise, rien d'extraordinaire. Hein. Il a trouvé l'expérience difficile. On s'en doutait un peu. Il a dit qu'il éprouve davantage d'empathie pour les personnes qui sont malades et qui doivent attendre longtemps. Il a appris qu'un grand nombre de personnes qui se retrouvent à l'urgence y sont parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Donc, pas de grande révélation, mais quand même, il faut souligner un ministre qui passe la nuit incognito, en plus, avec son masque pour le protéger des virus. Peu de gens l'ont reconnu. Donc, qui passe une journée dans la salle d'urgence, comme ça, d'un hôpital. On ne voit pas ça tous les jours. Très intéressant. Et un autre café, toujours au ministre Dornan, mais aussi à la première ministre Susan Hall et surtout aux médecins du Nouveau-Brunswick, là, qui voient leur rémunération augmenter de 12,5 sur 4 ans. Je ne saurais trop dire là, si c'est trop ou pas assez, ou si c'est le bon montant, mais avec tout ce qui se passe au Québec, il n'y a probablement pas de meilleur moment pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick de montrer qu'il a de bonnes relations avec ses médecins. Il y a aussi des clauses dans le contrat pour encourager les médecins à joindre les fameuses cliniques collaboratives auxquelles croit tant le gouvernement Holt. Si le nouveau contrat de travail contribue réellement à augmenter le nombre de patients qui sont vus par un médecin, il n'y a pas grand monde qui vont se plaindre de la facture. Merci beaucoup encore une fois à tous les deux à Très Bon Café. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Hey, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. C'était notre Café politique.